Dans un rêve, j'étais abordé par une femme qui était assez âgée. Elle me faisait l'aumône. Elle me montrait, en écartant son pull, qu'elle avait une plaie là, sur la poitrine, sous le cou. Je ne sais pas ce qui me prenait, mais je lui disais d'un air hautain. Je savais ce que c'était. Et j'articulais le mot. Je lui disais, vous avez une spéléo. Alors de la tête, elle m'a fait un signe, ouais. Et qu'elle est réduite à faire la mendicité. Elle qui fut si active, me dit-elle. Vous ne pouvez pas savoir ce que j'ai pu faire dans ma vie. J'ai tout fait. Et je le faisais bien. Je le faisais avec élan et avec cœur. Ouais. Je secouais un peu ma tête. Je la tournais en arrière. Ce que je voulais, c'était m'assurer que nous étions bien seuls. Alors j'avançais ma tête et j'approchais un œil du trou. Je me confirmais qu'il s'agissait bien là d'une spéléo. Mais comme elle avait retiré la gaze qui la mettait à l'abri des impuretés, je voyais le petit trou. Et c'est par ici qu'on introduit un petit appareil qui pulvérise de la poudre. J'approche mon œil et pour moi, le trou est un autre œil. Il est rond, noir sur le bord, rouge, un peu rosé. Mais le bord intérieur de ce trou vide, humide, brillant. J'approche tout doucement mon doigt. Je la regarde, la femme. Elle sourit. Elle regarde elle en l'air, comme si elle faisait une prière. J'appuie avec mon doigt sur le bord de la plaie de ce trou. J'entre tout doucement, mais je ne suis pas certain d'entrer avec mon doigt. Peut-être que je suis en train d'entrer entièrement dans le trou. J'entends seulement la femme qui dit « Merci, merci, merci ». Je lui fais du bien. Tout au bout de ce trou, je crois qu'il y a un petit étang. C'est le centre profond, non seulement de la vie de la femme, mais peut-être de ma propre vie. Je remarque de tout petits tas de poudre blanche, de la farine, près de l'étang. Ce sont certainement les réserves de la poudre qu'il faut pulvériser 2 fois par semaine dans le trou de la femme. De mes rêves, je n'arrive jamais à me défaire entièrement. Je ne vais pas dire que j'ai fait la comparaison ou le rapprochement avec les rêves que Cécile peut faire, ou que plutôt Cécile faisait. Cécile a fait d'assez nombreux rêves dans le passé. Et puis depuis des années, elle rêve, mais elle a beaucoup de difficultés à se souvenir. Et quand elle s'en souvient, on dirait qu'elle veut se blesser. Elle ramène à la surface, à l'éveil, un rêve qui se veut stupide, un rêve qui se veut inintéressant, qu'elle reconnaît comme inintéressant. Or, en fait, ça n'est pas le rêve. C'est le faux rêve qu'elle fait revenir. La différence qu'il y a avec moi, puisque je ne parviens pas à me défaire de mes rêves, je retrouve des rêves que je crois avoir commencé, qui ont été interrompus par mon réveil, et que des mois après, je crois continuer, enfin, plus ou moins continuer. Sans doute parce que j'y ai pensé. J'y ai repensé assez souvent. Et c'est d'autant plus vrai que je peux recoller des petits morceaux de rêve faits depuis l'interruption de appelons-le de ce grand rêve. Et le finir, s'il n'a pas été fini à ce moment-là,
ou le relancer si je suis revenu dedans et que j'ai, comme à pieds joints, sauté dans la flaque. C'est pour ça que je dis je ne parviens pas à me défaire de mes rêves. Il y a toujours une sorte de supplément à glisser à un endroit pour le rendre apparemment plus vrai. Et puis d'un autre côté, j'ai un grand besoin d'être exact. Bon, en ce moment, je sais que le dessin est en train de changer. Mais le dessin est en train de changer parce que j'ai mis en route cette histoire de bande, enfin cette histoire. Parce que j'ai replongé dedans. D'ailleurs, à chaque fois que j'ai replongé dedans, j'ai commencé pour la première fois, je l'ai dit, en 63. Quand j'ai recommencé sans doute en 65, en tous les cas vers 67. Puis après, à nouveau quand j'étais au Cousin, puis quand on est arrivé ici, puis à chaque fois que je me suis reglissé dans les bandes, au fond je ne devrais pas dire les bandes, à chaque fois que je me suis remis en demeure, parce que c'est ça, j'ai dans ces moments-là à m'obéir, à obéir, à parler, parole, comme quand je me pousse à aller vers la table de dessin, même si j'en ai pas du tout envie. J'ai absolument envie d'envoyer tout balader. Non pas, oh, je devrais, parce que je vais... Non, il n'est pas question d'avoir peur de perdre la main, les doigts, là. Tout ça, c'est du mensonge d'artiste. Ils nous bassinent avec leurs histoires. Mais si chaque fois que je m'absente de ma table, par exemple, je pars 8 jours à Brive, non pas à Brive, à Bruges, et quand je reviens, je dirais malgré tout le bien que j'en ai ressenti là, peut-être même sans exagérer, une sorte de joie secrète profonde, tout au fond de ma propre spéléo. Ouais. Je fais revenir comme dans un rêve le couronnement de la Vierge, la présentation de l'enfant Jésus. Cet art vrai, si profond lui aussi, venu du gouffre de l'homme. Mais ça peut ne pas être la Vierge et le petit Jésus. Ça m'est égal d'ailleurs. Je ne suis pas croyant chrétien, moi. Mais la plénitude, la beauté, la déchirure, la lascivité des personnages, de certains personnages, la rouerie qu'ils portent sur eux, dans leurs yeux, dans leur bouche à peine déplissée. Tous les crimes sont là-dedans. Comment n'a-t-on pas pu tirer un grand profit de ça, d'une vérité telle? Alors ça remonte comme si c'était un rêve. C'est un rêve, pour moi c'est un rêve. J'ai vu le rêve de ces hommes qui ont peint ce que je viens de dire. Et ils l'ont d'autant plus peint que ça prend une place en moi qui, tout en restant enfoncé dans ma réalité, se trouve aussi être fiché ni dans mes rêves, ni dans ma chair, mais fiché dans mon trou. Voilà. On comprend ça. Alors, tout fait toujours changer, n'est-ce pas? Mais tout fait toujours changer à peine. Mais le à peine dans l'art, sur de véritables révolutions. On est assez souvent seul à voir ça et à croire ça. Mais je dirais les fins chirurgiens voient bien qu'une poussière a fait tout basculer. Mais ils sont rares. Alors le dessin que je dis, il est en train de changer. Il s'est produit comme un craquement, mais il s'est produit des centaines de craquements. Il suffisait que j'aille, quand on était au Cousin, que j'aille au boucher chercher de la viande pour Bara et Zaza. À l'époque, il y avait Bara et Zaza. Il y avait même déjà Sirène et Moujik. Enfin, puis on leur donnait de la viande. Bon.
Cécile me disait, si tu crois que tu peux, il faudrait de la viande pour les bêtes. Alors j'y allais. J'y allais à bicyclette. Ça faisait loin, ça faisait 7 km, 7 et 7, 14. J'essayais de faire ça dans un temps record. Je croyais que j'avais encore 14 ans. Et je pédalais, je pédalais, je pédalais. Je doublais les tracteurs. J'arrivais à Crevant, je m'arrêtais chez le boucher. Bonjour monsieur, bon, je voudrais un morceau de bourguignon. Parce que le bourguignon, c'est bon, ça fait un peu du jus pour la soupe pour les chiens. Un morceau de bourguignon. Quand je le voyais, par moment, pas toujours, et d'ailleurs, non seulement pas toujours, mais il n'y a pas eu de nombreuses fois où, je ne sais pas comment appeler ça, le phénomène de ma cassure mentale, je ne sais pas si ça peut se dire, ma fêlure en tout cas. Il prenait le bourguignon, il me le montrait avec ses deux mains comme ça, puis tenant bien la viande à plat dans la paume. Puis avec le couteau, il me disait, regardez, là, il va y avoir beaucoup de jus. C'est le, alors je ne sais pas, c'était le cartilage, ou c'est les nerfs, ou c'est... Dans sa main, je croyais voir frémir encore la viande et la bête. Eh bien, quand je remontais, il me le donnait. Bon, je regardais dehors à ce moment-là. Il le coupait. Beaucoup, je dis, oh, ouais, 500 grammes. Et puis j'allais vers la porte, je regardais les voitures qui passaient. Elles venaient de la Châtre et elles passaient vers Rigurande. Vous voulez que je vous mette aussi un os si c'est pour faire de la soupe, un bon os à moelle? Là, j'ai du veau, j'ai du... Non, 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 c'est pas la peine, j'aime pas la moelle. Je voulais sortir. Et quand je le payais, et derrière lui, je voyais tous les morceaux de bidoche qui pendaient, j'avais l'impression que par ma présence, les bêtes se remettaient à vivre dans les morceaux qu'il y avait d'elles là pendus. Je remontais sur ma bicyclette, je pouvais pédaler beaucoup moins vite là. D'abord, j'avais un petit morceau de la route départementale, puis après, je me mettais sur la petite communale. Puis j'avais à remonter parce que le Cousat, c'était plus haut que le village de Crevant. Mais je revoyais ça, ça se martelait dans ma tête. Et que faire? Quand j'arrivais, je donnais la viande à Cécile. Je ne savais pas, je me posais même pas la question, est-ce que Cécile va pas avoir la même pensée que moi, là, en la voyant, là? Non, mais apparemment, c'est vraiment apparemment. Cécile entourée de Zaza, Baram, Sirène et Moujik, qui, les unes aboyant, sautillant, et les autres miaulant, et se frottant au mollet de Cécile, Cécile, d'une certaine façon, heureuse de leur faire, de les amener un peu, disons, à saliver de plaisir, peut-être qu'elle... cette joie-là l'empêchait de ressentir ce que j'avais ressenti. Puis ça me semblait même souhaitable. Alors je revenais là-bas dans mon atelier. Je retrouvais le dessin. Eh bien, je dirais cet événement, mais enfin cette poésie sanglante. Une boucherie, c'est la douleur. C'est la douleur poétique de tous les animaux de la terre. Mais s'il y a quelqu'un qui vient et qui pense à eux, à ces animaux-là, dépecés, réduits en morceaux, avec un os d'un côté, des os sciés, des os cassés à coups de couperet, à mon dessin, ça ne marchait pas. Je m'asseyais, puis je croisais les bras, puis je regardais les traits. Ça ne marchait pas. Je ne pouvais pas dessiner. Non pas je ne pouvais pas dessiner parce que j'allais me mettre à, je sais pas moi, à croire que je touchais de la viande. Non, pas du tout. C'était plus d'aplomb que ça. C'était d'aplomb. Ça tombait à l'aplomb de ma vie. Alors il se produisait toujours comme des craquements. Et ça fait partie des craquements qui pourraient faire bifurquer si on ne retourne pas, si on ne renoue pas, si on ne recontacte pas, si on n'accepte pas de regarder encore la spéléo, dans le tunnel de la spéléo. Et la spéléo, ça se fait en haut, dans le dos. Ça pouvait se faire aussi devant. Ça dépendait où était
le mal tuberculeux que l'on ne parvenait pas à guérir et qui n'était pas opérable, parce qu'il y avait des endroits qui étaient abîmés ailleurs et il aurait fallu tout foutre dans ce spéléo, c'est pas possible. Ou bien tout retirer. Alors on endort la personne, mais seulement localement, hein. Et puis on fait un percement. On perce et on brûle en même temps. On brûle un peu la chair. On fait un trou, comme une balle. Et puis on enfonce un très gros trocard. C'est une petite opération. Puis on arrive au poumon, et puis là, avec une petite lampe, on regarde si on est proche, de la plaie, de l'œil. Il y a un œil dedans à ce moment-là. Une plaie, c'est un œil. Et puis c'est là-dessus, là-dedans, qu'on va pulvériser. On va pas pulvériser comme on pulvérise les tomates, hein. Et puis on met un petit peu de gaz et puis un petit bout de sparadrap, et puis on se revoit dans tant de jours. Et puis après, avec une mèche, on va essayer de nettoyer comme on fait avec un tuyau de cuisinière qui aurait trop de goudron. Ouais. Eh bien, ça fait un craquement à l'intérieur de la spéléo. Ouais. On dirait qu'on vous déchire ce qui jusqu'ici n'était pas atteignable, n'était pas déchirable. C'est à une profondeur, à une distance incommensurable. Pourtant, ça ne fait que quelques centimètres. Ouais. Peut-être même celui qui crée la spéléo, l'homme, qui fait le trou, puis qui y va. C'est plus profond que le mineur qui descend dans la mine. Hein, je le crois. Je le crains et je le crois. Je ne sais pas en quoi ou comment le dessin qui est en train de changer. Je ne sais pas comment je vais pouvoir le retirer à la surface. Ouais. Comme s'il était dans le fond, justement, de la spéléo. Et pour que je ne persiste pas disons, à m'enfoncer, moi, ou à ne pas m'éloigner de lui, en tout cas, de coller, ça serait moi qui deviendrais la gaze, par une sorte de besoin vital de me nourrir de ce qui est à l'intérieur. D'ailleurs, la gaze, elle devient tachée. D'ailleurs, celui qui a une spéléo, il se met plutôt sur le côté, mais il ne se mettra pas la tête en bas. La saleté qu'il y a avec un petit drain. Il faut que ça soit tout doucement, comme aspiré, comme par une mèche. Ben moi, j'ai ce besoin de ne pas me tenir très éloigné du fond, de ne pas non plus me coller à lui, mais de sentir que c'est là que je vais sûrement me nourrir d'une façon vitale. Pour le dire vite, tout est nourriture, même des visions plus ou moins terribles. Ça doit faire plus de 40 ans, peut-être que je pourrais dire 60 ans, que je me sens toujours près de ma mort. Ça veut dire quoi? Oh oui, je peux répondre. Je ne suis pas sûr de répondre l'exacte vérité, mais qu'est-ce que je veux dire? Que je me sens de plus en plus près, mais plus ou moins près de ma mort. Quand le dessin a changé? Ah oui, quand le dessin change, j'ai l'impression que je la frôle. Quand le dessin s'écarte de moi, on se touche, hein. Mais j'ai jamais eu peur vraiment d'elle dans ce moment-là. J'ai peur d'elle dans d'autres moments. Car je me suis toujours cru, je pourrais dire, et senti
pousser et comme protéger en même temps que pousser. Alors pousser, ce serait pas moi qui me pousserais, ça serait, comme j'ai dit à Cécile ce matin quand elle est partie à Paris, j'ai fait un petit mot aussi, j'y ai glissé ça dans son sac. J'aurais pu dire, parce qu'elle a passé des moments qui étaient difficiles, là. Et alors je parlais, ça sert strictement à rien. Tout ce que je peux dire, c'est nul. Et je voudrais pas que ça le soit, mais... Et puis elle, ce qu'elle me répond, elle me prouve que j'ai pas je n'ai aucune raison d'insister, ça ne sert à rien, donc je me fatigue et quand je vais aller au dessin, je vais avoir des problèmes. Donc monte chez toi et puis c'est tout. Un peu le genre, fous-moi la paix. Mais c'est pas ça, mais enfin je dis. Et j'ai quand même toujours cru que j'étais protégé. Quand je m'approche des choses qui sont de ce qui est, enfin de ce qui est nécessaire, de ce qui est grave. Je ne sais pas si c'est tellement grave. Je suis certain, c'est ça que je sens, que quand je m'approche même très près, il fallait que je le fasse, il faut que je le fasse. C'est tout à fait nécessaire de, non pas que je me sente protégé contre la mort en question, mais c'est pas une prétention que j'ai. C'est quelque chose qui se sent comme ça. Tout comme quand ma mère disait viens avec moi, je vais sur le pont, je vais me balancer. Bien sûr que je crânais pas, mais il me semblait qu'elle allait pas le faire. Peut-être même parce que j'étais là. D'ailleurs, elle aurait été horrible si elle avait fait ça devant moi. Je l'imagine, les jupes retroussées, descendant comme en parachute, s'enfonçant là, criant ah, qu'est-ce que j'aurais fait? Me rendait fou. Donc elle m'emmenait pour qu'elle ne le fasse pas. Même si elle me disait rentre à la maison, je peux pas le faire si t'es là. Elle pouvait pas le faire parce que j'existais, pas parce que j'étais là. Mais ce que je voudrais dire, c'est que il m'est arrivé de croire, et ça je l'ai jamais nettoyé, j'ai pas envie de le nettoyer, hein. Il m'est arrivé de croire que j'ai une certaine relation avec elle. Non pas que j'ai la baraka, hein. J'ai la baraka, moi. Ouais, mais il faut que je fasse attention, je ne l'aurai pas toujours. Mais j'avais la baraka pendant mon enfance. J'aurais dû crever 10 fois. Avec une mère malade comme elle était, qui m'avait contaminé, comme elle m'avait contaminé. Plus tous les types qui venaient là, qui étaient tous atteints, tous. J'ai baigné là-dedans. Alors j'ai la baraka, là. Et puis après, quand j'ai travaillé en usine et tout ça, j'aurais pu me faire piquer. D'autant que moi j'ai travaillé en usine, surtout pendant l'occupation. Avant, c'était pas des vrais gros boulots. Puis je travaillais sur les marchés, tout ça. Alors, d'autres choses. Il n'y avait pas tellement de risques. Mais les 2-3 années là pendant la guerre, ouais, j'avais la baraka. Il y en a qui se sont fait prendre, moi je me suis pas fait prendre. Pourquoi je me suis pas fait prendre? Hein, parce que j'ai une certaine bonne relation avec elle. Hein, et après, quand il y a eu toute la guerre à finir, ça a l'air comme ça. Oh, mais à la fin de la guerre, on rentre dans du beurre. Ouais, ouais, vas-y, tu verras le beurre comment il est. Il est gelé, hein. Ça fait mal le beurre gelé, hein. Comme une pierre. Ouais. Il y a une relation. Je ne lui donne pas de limite. Non. Je sais qu'il faut que je fasse attention. Maintenant que je suis quand même pas loin de... Je m'approche hein, de vieux ou pas vieux, en tout cas, c'est fini, je suis pas jeune. Hein. J'ai pas 20 ans, ni 40, ni 50, ni même 60. Alors, j'y vais sur la pointe des pieds. Mais j'y vais sur la pointe des pieds, mais quand je suis parti, je fonce pareil que si j'avais 20 ans. Pareil. Alors, bien sûr que je ne lui donne pas de limite. Pour moi, vie et mort, c'est toujours soudé. Toujours. Alors, si j'ai la baraka pour l'une,
donc face à l'autre aussi, je crois. En tout cas, dans mes rêves, il y a toujours la peur qui se glisse et elle est plus foudroyante dans les rêves que la peur ne se glissant dans la réalité de la vie, disons, au grand jour. Dans un de mes rêves, j'étais dans les montagnes. Et j'étais en Suisse et c'est un rêve que j'ai fait il n'y a pas très longtemps, puisque c'était avec Cécile et on était venu passer quelques jours. Et ça ressemblait un peu à ce petit village des Diablerets. Je sais pas, je saurais même pas dire où c'est. C'est encore la Suisse française, quoi. C'est après Montreux, on monte dans les montagnes après Montreux. Mais on était à la fois dans ce rêve et puis aussi dans la réalité. Enfin, suffisamment haut pour voir en face la chaîne des glaciers. Et avoir encore de l'herbe dans les prés là où je me trouvais. Donc c'était un peu semblable, mais le glacier était beaucoup plus proche que quand j'étais à Retors, à Lacoux et à Hauteville, quoi. Mais il y avait aussi des montagnes, des alpages pleins d'herbes, l'hiver plein de neige. Mais disons qu'elles font au mois de mai et puis jusqu'au mois de début octobre, les bêtes y sont. Je regardais la chaîne des glaciers. Et Cécile était un petit peu plus loin, plus bas que moi. Elle cueillait des fleurs mauves. Je voyais monter les cabines du téléphérique, mais à partir d'un moment, je ne me suis fixé que sur une des cabines qui montait. Et elle montait à la verticale, contre la paroi glacée. Et très haut, au-dessus du premier glacier, je voyais la station. Et puis, encore un peu plus haut, dans une des grandes marches du glacier, et c'était pas fini, on n'était pas en haut du glacier, une autre station, et infiniment haut, comme sur un nuage glacé, une minuscule petite tache seule, une trace qui indiquait la dernière station. On ne voyait plus le câble, on ne voyait pas encore la cabine qui montait, mais quand elle allait arriver là-haut, ça serait comme une tête d'épingle. Mais en fixant encore davantage, j'avais pu voir sur un autre plat, une sorte de nuage devenu doré par le soleil qui éclairait tout, ce qui était vrai. Un point qui était peut-être le point ultime, comme la halte. Et en me concentrant, je pouvais encore voir un tout petit peu plus loin, et donc un tout petit peu plus haut, une fumée plus bleue que le ciel, qui m'indiquait que là, dans le vide, se trouvait une station définitivement en équilibre, et que c'était sans doute là que je venais de placer ma peur. Ma peur dormait là, là-haut, mais loin, comme un animal qui hibernerait, mais qui était aussi moi, que c'était déjà là-bas que j'étais, dans une spéléo sans bord, et pourtant qui pouvait être remplie de liqueur et de liquide. Cécile, un matin, m'a dit il y a un mois, alors que j'avais des difficultés à respirer, et si j'insistais, cherchant à reprendre un peu mon souffle comme pour arriver au fond de ce vide-là, et retrouver ensuite un peu de ma liberté respiratoire, parce que
C'est quelque chose que je ne connaissais pas. J'ai été malade des tas de fois. Je n'ai jamais ressenti ce que je ressens. Quelque chose qui ne se termine pas par une expectoration troublante ou gênante, peu rassurante, comme j'en ai souvent les matins. Mais Cécile me dit en revenant de la salle de bain où elle faisait sa toilette, on a quand même été vraiment esquintés. Je l'ai regardé, j'étais déjà assis à ma table, la feuille de dessin. Oh, c'est pas vieux, c'était sans doute... je venais de commencer le dessin qui a été fini il y a quelques jours, là, que j'ai appelé le dessin plein dans ses vides, c'est-à-dire les petites fenêtres qui sont pleines de formes vivantes. Je la regardais et j'avais vraiment ce mot, d'abord qui n'est pas un mot à elle, esquinté. C'est pas elle qui... C'est pas elle qui utilise ce mot esquinté. Nous sommes vraiment esquintés. Elle m'avait entendu tousser. Ou bien elle-même avait, sous la douche ou dans son bain, eu une sensation d'étouffement. Comme je la regardais, elle s'est approchée, elle était dans son peignoir. J'avais mis mon menton dans une de mes mains, puis je lui souriais. Dans l'autre main, j'avais le crayon. Je secouais ma tête. Et comme je lui souriais, elle s'est mise à me sourire aussi. Et puis tout à coup, tous les deux, on est partis ensemble dans un vrai rire. Mais pour immédiatement après nous avouer notre inconscience passée. J'ai dit à Cécile, c'est maintenant que je comprends que j'aurais pu peut-être me protéger un petit peu plus. Elle m'a dit, moi aussi je pourrais dire ça, mais qui dit que j'aurais eu raison? En ne me protégeant pas et en ne te protégeant pas, peut-être que tu as créé des résistances, tu as entretenu une force, une puissance en toi. Tu ne le sauras jamais. Personne ne te le dira. Alors l'inconscience passée était peut-être une inconscience, comme Breton le dit, la connaissance par la méconnaissance. C'est une des applications, ça pourrait être. Alors j'ai dit ça à Cécile. Et ça lui a fait dire que, quoi que nous ayons pu faire, nous n'aurions pu arrêter ce qui, loin derrière nous, s'était déjà bien mis en marche. Alors, déjà, ça. Et puis jamais, c'est elle qui me dit, parlant d'elle, jamais j'aurais eu une vie ralentie. Jamais. Maintenant, je ne sais pas. D'ailleurs, pourquoi maintenant j'aurais une vie au ralenti? Mais d'abord, me dit-elle, tu m'as plutôt appris à aller plus vite que je ne peux le faire, et j'y suis arrivé. À mon tour de lui dire, mais tu m'as toi aussi entraîné. Alors, bon, en robe de chambre tous les deux, assis dans mon petit atelier, on s'est mis à parler de ce loin derrière nous, où tout réside et où, au fond, tout a plus ou moins bien résisté. Je lui dis que c'est là une question de soi, non pas de croyance en soi, mais de foi en ce qui a été placé au bord de notre étang, comme des petits temps en réserve, dans notre grotte de vie. Cécile se serrait contre moi, mais moi aussi je me serrais contre elle. On s'est allongé sur le petit divan dans mon atelier. Sa tête était sur mon épaule gauche, mais touchait ma tête, et mon bras gauche la tenait serrée. Je touchais ses cheveux. Toi, ça c'est Cécile qui me dit, tu as la foi. Tu as la foi. Mais moi. Et elle a relevé sa tête un peu en arrière vers moi pour me regarder. Ce qui fait qu'elle avait des yeux encore plus petits que nature. Elle a des yeux petits. Elle a des yeux grands, mais en même temps, ils sont petits. Et je dis, mais oui, tu peux me regarder. Je t'assure que tu es toi-même. Si j'ai la baraka,
Toi, tu l'as, puis tu me l'as donné, me dit-elle. Oh non, la baraka, ça se passe pas. Elle est seulement pour quelqu'un. Mais si j'ai la baraka, tu as aussi la baraka. Parce que là où tu es passé, alors elle secoue la tête. Il n'y a ni chat ni chien là, on est content. S'ils étaient là, ils nous empêcheraient de nous rapprocher comme on est proche à ce moment-là. Il est 8h15. Oh, on aurait dû être à nos tables, elle en bas en train de graver, moi en train de jouer de mon crayon, mais c'est bien aussi un matin comme ça. Dehors, c'est déjà clair. Le soleil est déjà levé. Il éclaire déjà un petit peu. J'ai mes repères quand il arrive à une de mes aquarelles. À ce moment-là, je me lève de ma table, je tire le rideau qui obstrue un peu la fenêtre. Je n'ai pas envie que le soleil brûle la couleur. Mais là, je vois qu'il a atteint déjà le bas, le petit bleu qui est en bas. Ça fait rien. Cécile me dit, tu veux te lever, tu veux que j'aille tirer le rideau? Non, c'est bien, on est là. Tu penses? Non, je pense pas. Je suis bien, je suis contre toi. Pas un bruit dans la maison. Je la serre un peu plus. Quand tu vas descendre, tu vas te mettre à ta table? Oh, moi, dit-elle, pourquoi dis-tu ça? Et si moi je te disais, alors que tu m'aurais toi-même dit, alors tu vas te mettre à ta table quand je vais partir? Oh, moi, tu sais. Oui, mais il t'arrive de le dire. Bien sûr, ça m'arrive de le dire, mais je le dis moins souvent que toi. Toi, tu as l'air, et souvent Cécile a l'air comme ça, toi, tu as l'air de penser que ce que tu fais n'a pas d'importance, n'a pour ainsi dire pas d'intérêt. Tu ne le fais pas pour passer le temps. Ah non, ça je pourrais pas. Ben alors. Donc il n'y a pas « oh moi ». « Oh moi », ça concerne Cécile. Cécile s'y met, elle fait. Moi je dis je descends. Je descends un petit peu dans mon trou. Ben, toi aussi tu descends. Et puis tout doucement, lentement, sans que ni l'un ni l'autre ne se rendent compte, Cécile parle pour elle. Elle ne... Bien sûr qu'elle elle sait que j'écoute. Mais... Elle parle pour elle. Je ne peux pas dire... c'est comme si je n'étais pas là. Mais elle parle à haute voix. Et ce qu'elle dit, ce ne sont que des morceaux. Et je ne peux pas recoller les morceaux qu'elle a sortis d'elle. Et tout à coup, elle me parle du village où elle a vécu. Je me demande comment elle a fait pour arriver après un détour de petites paroles allant dans tous les sens. C'est souvent quand on parle. Il devrait y en avoir que pour quelques minutes. Ce n'est pas toujours qu'une réponse à donner, oui ou non. Mais c'est, disons, c'est sans un apparent intérêt, sans nécessité, sans même besoin. Ça coule tout doucement, comme de l'eau qui coulerait des feuilles. Et cette eau-là ne nourrissant pas les petites herbes qui sont en bas, parce que les petites herbes ont déjà reçu leur part d'eau. Mais ça fait pas de mal aux herbes. Alors souvent on a ça. C'est pas toujours intelligent ce qu'on a à se dire. Mais là c'est presque décousu et je sens malgré tout qu'avec une bonne aiguille, elle pourrait ravauder ce qu'elle est en train de tendre entre ses doigts, comme un tissu au milieu duquel on verrait le trou à raccommoder. Seulement c'est difficile pour moi de la suivre là où elle est. De temps en temps elle s'arrête, elle pousse un soupir. Pff, des bêtises, dit-elle. Je dis non, continue, continue.
continue, mais c'est loin de toute compréhension. C'est un moment de grande liberté qui peut-être commence à mouiller un bout de prairie. C'est après, c'est plus tard, ou peut-être qu'il n'y aura rien de tout ça. Tout à coup, Cécile va dire, bon, allez, je me lève, j'en ai assez, je perds du temps, je te fais perdre ton temps, je descends. C'est arrivé qu'elle dise ça. C'est arrivé souvent. Je ne voudrais pas qu'elle le fasse. Je ne suis pas sûr qu'elle va arriver là où elle ne sait pas qu'elle va arriver. Elle est un peu dans le même état que moi quand je suis avec mes bandes. Elle ne sait pas qu'elle est en train de chauffer. Elle chauffe, elle retourne quelque chose. Elle est, comment dit-on, dans la cuisine, on est en train de faire revenir, c'est ça. On fait revenir des patates. On fait revenir des haricots verts avant de les couvrir et de les laisser cuire à l'étouffer. On dore les choses. Cécile est en train de dorer. Mais où va-t-elle? Elle ne sait pas. Et ce qui est bien, c'est qu'elle ne décide pas de cesser sur le champ. Je suis, moi, bercé, j'ai les yeux fermés. Je la serre pour lui montrer, si elle me regardait, que je ne dors pas. Mais je suis en train d'être comme si je dormais. C'est-à-dire, j'entends l'autre, ce n'est pas un rêve à moi, c'est peut-être le rêve éveillé de Cécile. C'est possible. Alors je la fais tout doucement bouger, de droite à gauche, comme si je voulais la bercer pour qu'elle continue, pas pour l'endormir. Et en même temps pour que moi je continue à l'écouter. C'est insuffisant de dire que c'est un moment très bon. Je ne souhaite pas que le téléphone sonne. Je ne souhaite pas que la chienne aboie et nous appelle. Je souhaite que ça dure... je mentirais de dire que ça dure une éternité, mais ça pourrait durer très très longtemps. Une vie qui passerait comme ça serait aussi bien. L'un qui chuchote et l'autre qui entend ses chuchotements. Plus besoin de sortir faire les commissions, plus besoin d'acheter, plus besoin de se couvrir ou de se découvrir. On est là, tous les deux, dans une robe de chambre. En dessous, on est nus. On aurait pu faire l'amour. On l'a pas fait. C'est mieux que l'amour, ce qu'on est en train de vivre. Beaucoup mieux. On se touche, mais pas vraiment. Je sens la chaleur de son corps à travers sa robe. Elle sent sans doute la mienne aussi. De temps en temps, je la presse, alors elle s'enfonce un peu plus dans le cou. Peut-être que Zaza et Sirène en bas sentent tout ça et vivent quelque chose comme nous. Ce qui est sûr, c'est que ce qui passe en ce moment entre nous deux, c'est ce que nous avons souvent, mais auquel nous ne nous arrêtons pas parce qu'on ne sait pas le saisir. Parce que c'est dans les improbables à saisir. Parce que nous n'avons pas été comme formés pour ça. Ça ne se trouve pas partout. Je crois que je me suis un tout petit peu endormi un moment. Elle ne s'en est pas rendue compte. Je n'ai pas sursauté en m'éveillant, mais à peine. Je l'entendais peut-être un peu chuchoter encore. On avait dû prendre la pause un peu plus allongée encore. On avait le gros oreiller marron derrière elle et moi, mais je crois qu'on avait calé moi, mon bras qui rentrait dans le gros oreillon et elle qui sans doute avait fermé ses jambes, replié légèrement, et comme sa tête, ses jambes, ses genoux étaient appuyés en bas de mon ventre. Ses genoux pressaient sur mon sexe. On était comme des moules, collés l'un dans l'autre. Alors j'émergeais, puis je retombais. Je voulais pas qu'on nous réveille.
À un moment, j'ai senti Cécile qui glissait le long de ma poitrine. Elle a détendu un peu déplié ses genoux. Elle m'a très légèrement poussé. Je suis allé le long du mur. Je l'ai un peu aidé à se mettre vraiment contre moi. Elle a retrouvé la pose qu'elle avait. Elle a essayé d'écarter sa robe de chambre sur nous deux. J'en ai fait autant avec la mienne. J'ai relevé un pan, j'ai soulagé un peu en me surélevant pour le tirer, et je l'ai rabattu. Il couvrait ses jambes, les miennes, une grande partie de son corps. Et sa propre robe de chambre aussi me recouvrait. Je n'avais pas besoin de lui dire « tu veux dormir ». J'étais tout à fait certain qu'elle ne voulait pas dormir. J'étais là attentif à ces moments qui ne sont pas si bien saisis, si souvent saisis. Ces moments-là existent, il y en a souvent. Je ne sais pas s'il y en a tous les jours, certainement. Je crois qu'il faut qu'il y ait un moment comme ça par jour. Un moment auquel on ne s'arrête pas. Ça peut aussi bien être arriver dans la cuisine et sentir une bonne odeur de pain, ou entrer dans son lit et sentir la crème que la femme s'est appliquée sur les joues et qu'on est tout ému en sentant ça et qu'on se serre. Mais c'est aussi la même sensation, pas vraiment que de la sensation, la communion aussi. Quand l'un des deux dira à l'autre est-ce que tu as envie d'entendre, je viens de lire quelque chose qui me touche beaucoup, peut-être que toi aussi ça te touchera beaucoup, et qu'on entend l'autre, ou on s'entend soi-même, mais on entend l'autre parler, dire ce qu'il vient de lire et vouloir vous faire partager, ce qui n'est pas toujours certain, mais vouloir vous faire partager. C'est un moment qui demande et qui offre le partage. C'est un moment qui, quand il se présente, me tend et quelquefois fait que je ne réussis pas complètement ce qui aurait dû l'être. C'est-à-dire quoi que l'on dise, enfin, quel que soit le passage proposé, qui m'est proposé, ne pas s'arrêter pour rentrer dans un échange, dans un échange, dans une sorte de petite discussion, mais entendre ce que l'autre veut dire et que ça s'arrête là. Qu'on le partage très bien, mais qu'on ne le partage pas, ça ne se situe pas là. L'autre, vivant, fait entendre et se charge, se coule, se moule dedans pour tendre à l'autre comme un bol rempli de peut-être d'un liquide, peut-être, je ne sais pas, et que l'on doit, et que moi je ne bois pas toujours. Quelquefois je dis oui, je suis d'accord, mais je brise quelque chose. Ce que Cécile ne brise pas, elle. Si je lui dis ça, si je lui dis est-ce que je peux te lire, elle dit oui. Je pense qu'elle, non pas qu'elle se suffit, mais qu'elle est heureuse que je lui ai lu. Alors que moi, je suis sans doute heureux qu'elle m'ait lu, mais toujours ce côté, je ne sais pas qu'est-ce que c'est que ce côté, mais ce côté d'homme, sans doute ce côté d'homme.
elle partage, et moi, je fouille ce qui m'est donné à partager. Et partager, dans ces cas-là, ça n'est pas de rentrer son doigt, de le lécher, de dire « Ah, il manque un peu de sel ». À cet endroit, je suis un indélicat. Je le sais. Je le sais, c'est d'autant plus blessant pour l'autre que c'est aussi blessant pour moi. Je me rends compte quand je le dis...